Donc, on parle de quoi ce soir? On parle tout simplement d'enjeux et comment intégrer ces PJ. Le thème formel de ce soir qui a été voté sur notre serveur Discord, que vous pouvez rejoindre, c'est ni plus ni moins choisir ces enjeux de campagne et les mettre en scène via vos PJ. Parce que concrètement, on va peu parler de one-shot ce soir, on va surtout parler des campagnes de jeux de rôle, à savoir plusieurs épisodes qui se suivent avec une trame narrative plus ou moins suivie. Et aussi comment masteriser entre potes, clairement. Donc formellement, ce thème, on le dégage comment? C'est-à-dire concrètement, c'est qu'est-ce que viennent foutre les PJ dans votre campagne. Donc, on va parler de différents points. Et pourquoi ça part en couille direct, en fait? Dès qu'on essaye de parler enjeu de campagne, dès qu'on commence à parler intégration de PJ, on se rend compte qu'on a, parce qu'on a des mauvais exemples, tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Et donc, je vais parler de ça avec le point A, à savoir l'antithèse de ce que fait Johnny. Alors, beaucoup des exemples que je vais utiliser pour être le plus transparent possible, pour un maximum de gens. Je vais beaucoup me baser sur du Donjon et Dragon, ou du Cthulhu, qui sont quand même les deux grandes figures de proue du milieu du jeu de rôle. Après, il y a de temps en temps, je vais faire des incursions d'autres JDR, d'autres univers, parce que c'est cool aussi, et les exemples sont peut-être un peu plus parlants. Donc, Johnny, je vais citer ce vieux rocker décédé français, a dit une fois une chose qui était extrêmement importante. Ton entrée en scène et ton sortie de scène, ces deux chansons-là, tu dois les soigner au max. Si le show derrière est moyen, c'est moins grave. Par contre, ces deux-là, elles sont foirées, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Là-dessus, là où il marque un point, c'est que effectivement, il faut que dès que vous commencez à concevoir votre campagne, ou même à lancer la première séance, il faut qu'elle ait un lien direct avec votre fin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le plus rapidement possible, vos joueurs commencent à s'imprégner de morceaux, de bribes, mais d'éléments dramatiques, d'enjeux, ou tout simplement même de thèmes qui vont être utilisés tout le long de votre campagne, plus tôt ils seront tout simplement dans le ton. Et c'est-à-dire que votre campagne va tout simplement parler d'un renversement de pouvoir. Votre campagne va parler tout simplement d'une conquête et de tout ce qui en découle. Ça, il faut commencer déjà à en mettre des bribes dès le début. Sinon, vos joueurs ne vont pas savoir en gros à quoi on joue. Et ça, c'est souvent un problème. On a tendance, et je l'ai fait pendant de nombreuses années, à faire des prologues décorrélés, c'est-à-dire des petits bacs à sable à côté, ou des petits scénarios qu'on pique à droite à gauche, ou ainsi de suite, et qui sont complètement déconnectés de ce que va être votre campagne. C'est dommage, parce que vos joueurs vont, pendant 2, 3, 4, peut-être plus d'heures, s'immerger avec les codes et ainsi de suite. Ils vont commencer à prendre les mécaniques, de jeu, ils vont aussi apprendre tout simplement à interagir avec l'univers, mais tout simplement, une fois ce prologue fini, on recommence tout et on repart pas à zéro, parce que les règles sont apprises, ainsi de suite, mais on repart à zéro narrativement. Tandis que vous, et ça on va ramener sur un point un peu plus tard, vous commencez, même si vous prenez un scénario déjà créé, même si vous voulez créer une sorte de tutoriel comme scénario prologue, et ça c'est très bien que vous fassiez. Et bien là-dessus, si vous commencez à mettre juste 2-3 couleurs, à savoir un PNJ qui évoque le conflit qui va venir, faire venir des gens qui fuient la zone de guerre qui se prépare, ou même des gens qui commencent à parler des interactions qui auront lieu plus tard avec les PNJ, un grand conclave de mages, ainsi de suite, qui va s'annoncer, des marchands qui vont commencer à venir s'installer pour flairer les bonnes affaires et les bons points pour vendre tout simplement leurs biens. Déjà, vos joueurs vont faire « Ah, ok, il y a un truc qui va se passer, ils vont l'oublier, ça c'est pas un problème. » Mais plus tard, l'un d'eux, à la table, lorsqu'on va commencer à réévoquer ces thèmes-là, va faire « Purée, mais oui, ça nous avait été dit, et votre monde va gagner en densité. » Là aussi, c'est hyper important, c'est que ça va commencer à vous présenter des enjeux. Les enjeux, tout simplement, de ce que va être votre campagne. Alors, quand on parle d'enjeux, je parle tout simplement de choses qui vont impacter, des questions qui n'ont pas forcément de réponse évidente. Et ça,
tout simplement, il faut commencer déjà à les souligner dès la première partie, mais aussi en amont. La première question, je pense, que tout meneur de jeu de rôle doit se poser dès qu'il va lancer une campagne, et surtout, qu'on a tendance à oublier de faire, c'est votre campagne, elle raconte quoi? C'est-à-dire qu'on a tendance à partir dans les détails et à difficilement synthétiser toute la proposition, tout simplement, qu'on va avoir d'un point de vue narratif. Déjà, votre campagne raconte quoi? C'est-à-dire, en une phrase, il faut être en mesure donc, de résumer l'intégralité de votre campagne. Donc ça veut dire que ça vous force à avoir un esprit de synthèse et surtout de formuler clairement c'est quoi le pivot, c'est quoi le nerf principal de votre campagne, à savoir son enjeu. On va prendre un cas simple, on va parler d'un événement historique que tout le monde connaît, à savoir la guerre de 100 ans. C'est un sujet qui pour beaucoup de gens est très vague. On parle de quoi quand on parle de la guerre de 100 ans? La guerre de 100 ans concrètement, en une phrase, c'est quoi? C'est est-ce que pour le royaume de France, pour le trône de France, une femme peut hériter? Oui et non. Parce que les Anglais avaient une princesse anglaise dans leur lignage direct. Les Français ont mis un roi qui était moins légitime en se servant de lois un peu obscures et ainsi de suite pour refuser le trône aux Anglais. Donc voilà, la question centrale, c'est est-ce que la question sous-jacente derrière la guerre de 100 ans, si on la résume vraiment très grossièrement, c'est des historiens parmi vous, ne me tirez pas dessus à l'arbalète, c'est pour juste illustrer l'exemple. C'est, voilà, est-ce qu'une femme peut-elle hériter du royaume de France? Et là, vous avez lancé votre campagne. C'est-à-dire que tous les conflits qui vont se mettre autour, des conflits qui vont s'arrêter, reprendre, qui vont prendre une forme de guerre commerciale, tout ça va s'articuler autour de ça. Qui est légitime? Ça, on parle d'un point de vue narratif. C'est très bien. Mais il faut aussi, lorsqu'on commence à construire une campagne, et ce qu'on a tendance à pas faire aussi, c'est définir ce que j'appelle les axes de jeu. C'est-à-dire, très concrètement, en fait, vous allez avoir besoin de quoi pour faire tourner votre campagne? C'est-à-dire, si jamais votre campagne, on va prendre un cas de donjon classique, c'est-à-dire, voilà, c'est une campagne type le temple du mal élémentaire, il va vous falloir nécessairement quelqu'un qui est en mesure de détecter des pièges. Il va vous falloir nécessairement, clairement, un roublard. Il va falloir quelqu'un aussi qui soigne, parce que le donjon est méga rude. Lorsque vous lancez une campagne, dites-le clairement à vos joueurs, le type de jeu qui est attendu. C'est un jeu violent, c'est une campagne où il y aura énormément de politique. C'est une campagne qui va s'orienter autour tout simplement d'une initiation occulte. Tout ça, c'est des éléments que vos joueurs vont avoir besoin d'avoir pour créer des persos qui vont avoir du sens dans cette campagne. Très souvent, on raconte vite fait le pitch de la campagne, et je l'ai fait pendant de nombreuses années, et on dit « crée ce que tu veux, pas de problème ». Sauf que non. Sauf que la réalité, ça ne marche pas comme ça. Derrière, vous allez avoir des joueurs qui vont effectivement avoir une idée de votre campagne par l'élément, le texte que vous l'avez envoyé, et l'idée qu'ils se font de l'univers s'ils le connaissent peu ou mal. Après, dans la réalité concrète de la campagne, semaine après semaine, il y a de grandes chances que soit votre PJ, le PJ créé, ne soit pas complètement en adéquation avec les thèmes, les enjeux de votre campagne, et donc du coup que ça frustre le joueur ou que ça crée un désintéressement, ce qui est le pire encore. Parce que je préfère avoir un joueur qui est frustré, qui me dit écoute ça va pas, on modifie 2-3 choses sur le personnage, plutôt qu'un joueur qui commence à se lasser. Et surtout à côté de ça, ça va créer un autre sentiment qui est compliqué pour moi à gérer en table, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que je fous là en fait? J'ai rien à foutre parmi cette bande de courtisans qui va aller dans des palais politiques pour représenter les intérêts d'une corporation ou d'un seigneur. Je reste, voilà, Conan le barbare n'a rien à foutre, simplement. Ou alors, il faut vraiment trouver quelque chose, ça va être difficile pour lui, ou encore, on peut jouer avec, mais il faut que ça soit dit clairement. Tu veux jouer Conan le barbare? Attention, c'est une campagne politique. Il faut le dire. Effectivement, Shizuma, là tu pointes aussi quelque chose. En fait, à partir du moment où tu commences à donner clairement les enjeux de ta campagne,
dans les axes de jeu comme dans on va dire, les questions centrales de ta campagne, parce que vous pouvez, je vous encourage vraiment à parler avec vos joueurs dès la séance 0, à savoir la séance de création de personnages avant de commencer à jouer. Ben, en gros, ça va traiter de quoi? Ça va traiter de trahison, ça va traiter d'héritage, ça va traiter de tout ça, sans spoiler, mais dire juste les grands thèmes. Ben, ça va permettre à vos joueurs de se raccorder et de s'investir. Et des joueurs investis autour d'une table, c'est top. C'est quand même vraiment top. Derrière, donc voilà, vous allez pouvoir parler de votre campagne narrativement, définir vos axes de jeu, mais aussi à la création, et c'est quelque chose qu'on a tendance à pas forcément mettre en lumière, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs, ou les dilemmes. Ça va être, et là c'est une question où là je m'adresse aux masters, là, qui sont aux meneurs de jeu, que j'ai dans le chat. Lorsque vous prenez une campagne que vous écrivez, ou que vous faites jouer parce que c'est une campagne qui existe dans le commerce, essayez, par pitié, d'en dégager les conflits de valeurs et les dilemmes majeurs. Parce que sans ça, vous avez beau avoir les meilleurs talents d'orateur possibles, le meilleur sens tactique pour animer vos combats, fondamentalement, votre campagne va manquer d'un élément de piquant. Et parce que clairement, sans conflit de morale et sans dilemme, je trouve, ça c'est mon expérience très personnelle, qu'on se fait un peu chier dans les tables. Parce que, voilà, tu le dis clairement, Rico, laissant les dilemmes, c'est fade. Typiquement, est-ce qu'il vaut mieux servir un seigneur qui croit en une cause juste, qui essaie volontairement d'améliorer les choses, mais qui fait des erreurs, et des fois il est dans l'impasse, il est obligé de faire des choses sales, comme par exemple passer un pacte avec des entités maléfiques, et ainsi de suite, ou de servir un autre seigneur qui est là parce que on va dire son sang, sa famille l'a posé là-dessus, qui agit avec, entre guillemets, le bon droit derrière lui, mais qui est un être humain déplorable. Vous avez 4 heures pour répondre à cette question, parce que clairement, voilà. Et donc, là-dessus, quand vous mettez en jeu et en lumière les valeurs et les dilemmes de votre campagne, de quoi on va traiter, vos joueurs vont se retrouver forcément à se questionner là-dessus. Et donc, ça crée des débats de table. Et donc, ça peut même créer des personnages qui naviguent entre ces différentes réponses. Ce qui les rend intéressants, ce qui peut les rendre aussi très troubles. Et en même temps, voilà, vous allez apporter du sel à votre campagne en faisant ça. Une campagne dans le commerce, si jamais vous prenez le temps de passer sur c'est quoi ces enjeux centraux, c'est quoi, en fait, de quoi elle parle, votre campagne. Que ça soit par exemple même une campagne type le tombeau de la reine araignée pour Donjons et Dragons, les masques d'Yarlathotep par exemple pour Cthulhu, ou même vous allez prendre un autre jeu Warhammer, les Voies de la Damnation, qui propose déjà des dilemmes, et qui à l'époque était déjà assez rare pour le noter. Et bien du coup, voilà, vous allez pouvoir en dégager du coup les enjeux, et quand on arrive à dégager les enjeux, vous pouvez extrapoler assez rapidement, ou du moins les définir, du coup, les dilemmes et les oppositions morales qui vont arriver dans la campagne, que vous pouvez mettre en scène via les PNJ ou les événements. Le deuxième point de cette œuvre noire, c'est « J'ai lu votre CV, vous n'avez rien à foutre ici. » Ni plus ni moins. C'est comme ça que je l'intitule. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que pour intégrer des PJ, et pour les intégrer de manière tout simplement cohérente, parce que la cohérence est importante, mais aussi et après les faire prendre vie de manière suivie et logique dans votre campagne. Et surtout, donc une fois que vous avez défini entre guillemets les besoins du personnage, enfin entre guillemets les besoins de personnages, n'hésitez pas aussi à dire vos besoins très concrètement de comp en tant qu'MJ. C'est-à-dire que j'ai besoin que vos personnages sachent lire et écrire. J'ai besoin que, si jamais c'est pas automatique dans le système, j'ai besoin qu'il y ait au moins un personnage qui sache soigner. Voilà, toujours être le plus transparent possible pour que les gens s'amusent le plus. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va se retrouver sinon avec un PNJ, je vais vous demander de le visualiser, un PJ pardon. Je vais vous parler de Sire Taille Brûlant. Sire de Taille Brûlant est un jeune chevalier, évidemment paladin dans un jeu Donjons et Dragons,
auréolé de gloire par ses jeux, tout simplement parce qu'il a obtenu son adoubement et surtout l'ordination dans son plus jeune âge. Et en fait, il va se retrouver, comme souvent dans beaucoup de campagnes de jeux de donjons, à sauver des poules dans un village. C'est pas cool. C'est pas cool à la fois pour le joueur, à la fois pour le MJ. Et concrètement, n'hésitez pas aussi à indiquer par cela le niveau social que vous attendez de vos joueurs. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ici connaît Warhammer au moins de nom. Warhammer, vous le dites assez vite si jamais vous avez besoin d'un groupe qui fait partie des basses couches de la population. Donc, typiquement des mendiants, des ratiers, tout ce qui va être petite criminalité, ainsi de suite. Ou si jamais vous avez besoin d'un groupe un peu plus dit de la haute. En tout cas, des gens qui sont installés, des miliciens, un médecin, et ainsi de suite. Dites-le pour votre début de campagne, et même pour la suite de votre campagne. Sinon, en fait, on va se retrouver, vous allez devoir vous faire des nœuds au cerveau, et ça va être absolument pas immersif, de comment faire pour intégrer votre personnage qui ressemble de près ou de loin à SDF, à la cour et au bal du duc de machin. Soit vous allez lui dire, bah non, tu viens pas, ou alors va falloir tordre le bras scénaristiquement pour qu'il y ait une inclusion naturelle. Parce que même s'il passe, on va dire, le sas d'entrée, parce qu'il est maquillé, ainsi de suite, le personnage joue et joué pour être un pouilleux. Et donc, du coup, va avoir la capacité d'action par les comptes, et ainsi de suite, lié à un pouilleux. Ou alors, il va sortir du rôle pour plus de commodité pour toute la table. Mais c'est dommage. N'hésitez pas aussi à définir le niveau social. Ah, mais ça, la lutte des classes, c'est bien sûr, c'est très très très. C'est un moteur de jeu. Alors, comment dire? C'est un moteur de jeu qui parle très fort très vite, donc avec une application qui est très forte. Et c'est un mécanique de jeu aussi, c'est un moteur de jeu qui génère aussi beaucoup de ce que j'appelle de bleed. C'est-à-dire à quel point on s'investit dans le personnage déteint sur nous. Donc du coup, moi j'ai déjà eu des réactions assez fortes de joueurs et de joueuses, je parle pas des personnages, par rapport à ces mécaniques, par rapport à ces enjeux-là. Je vous conseille fortement ces enjeux, les enjeux de lutte sociale. Par contre, prévenez. Prévenez parce que, surtout dans cette période, c'est un peu compliqué pour des fois des gens, pour les gens en règle générale. Du coup, ça peut créer de l'émotion, pas forcément positive, et voilà, donc parlez-en avant, mais sinon, ouais, généralement, c'est très très cool. Et ça crée des tables qui sont ultra dynamiques. Et donc du coup, on a parlé de ce paladin qui avait rien à foutre à sauver des poules. Il aurait été mieux de faire peut-être un paladin plus rural, plus paysan, entre guillemets, au début, et ensuite gravir les échelons de votre campagne, les échelons sociaux et politiques de votre campagne. Parce que, mais on a tous cette habitude-là, parce que on a ce que j'appelle le syndrome D&D, qui est un syndrome assez répandu, qui nous fait créer des personnages indépendamment du contexte, comme j'avais dit plus haut, et surtout, et là on va s'attaquer à un gros morceau pour moi, je préfère vous prévenir, vous allez vous confronter tout simplement à la question de mais pourquoi, qu'est-ce que fout mon personnage là-dedans en fait. Donc le cœur de notre question. Je vais vous demander d'avoir un peu d'imagination pour le coup. Donc voilà, vous êtes au boulot, vous en tant que personne. Voilà. Vous avez un boulot, voilà, c'est une semaine moyenne à votre boulot. Vos collègues, si vous en avez, sont de sympa à un peu chiant. Les missions que vous faites au boulot, enfin en tout cas les tâches que vous avez à faire, sont pas non plus écrasantes, mais sont pas non plus très fun. Mais voilà, ça va quoi. Vous touchez un salaire correct, décent, on va dire. Tout va bien. Puis vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail sur votre boîte perso. Un mail sérieux avec une demande de conf call. C'est un contrat pour vous, vous y allez, vous cliquez dessus. Vous avez une conf call avec un gars plus ou moins bien habillé, qui représente lui-même ou une organisation, et qui vous fait le deal suivant.
Bon, bonjour, voilà, il se présente, il vous dit qu'il a besoin de vous ben, pour aller récupérer typiquement un bas-relief en plein milieu de l'Ouzbékistan, au niveau des montagnes à l'est, dans un vieux temple ben, d'une religion oubliée. Il vous fournit le ticket d'avion pour aller en Ouzbékistan, un pistolet 9 mm, un fusil à pompe, un gilet pare-balles, et de quoi faire et des rations de survie. Si vous revenez avec le bas-relief, vous pouvez tout ça, vous aurez une prime de 50-100 000 dollars, et évidemment, ben, tous les extras que vous faites sur le terrain, parce que évidemment, vous doutez bien que le bas-relief, il y a ben, tout simplement différentes ethnies locales ben, pour qui c'est important, donc ils ne vous laisseront pas piller leur trésor culturel comme ça. Ben, voilà, vous risquez sûrement d'échanger quelques coups de feu avec, et bon, si vous voulez récupérer sur les morts ce qu'il y a, il n'y a pas de problème pour lui. Ça vous semble absurde. Personne ne dit oui à une offre aussi débile. Dire 50-100 000 dollars pour aller se faire crever la peau au fin fond de l'Ouzbékistan. Euh, très très bonne vanne, les gars. Du coup, mais ça, en fait, c'est l'entrée dans un scénario de n'importe quel scénario de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que ce soit vous êtes voleur, paladin, moine, et ainsi de suite, on a tous connu une partie de Donjons et Dragons où vous avez le vieux dans la taverne qui vous propose d'aller piller un temple du mal et défoncer des gobelins pour 50 couronnes d'or, ou ainsi de suite. Voilà. Et là, on met le doigt sur un problème. Parce que Donjons et Dragons a une influence colossale sur le jeu de rôle, la manière dont on le pratique, parce qu'on a tous fait du Donjons et Dragons au moins une fois, je pense. Le fait que vous soyez cet employé de bureau qui d'un coup doit trucider des gens à coup de flingue avec vos compétences à vous, hein, donc autant vous dire pas forcément de ouf, pour 50 000 billets verts, ça marche pas. Vous n'allez pas accepter, et personne de sensé n'accepterait ça. Donc du coup, on fait quoi? C'est-à-dire que typiquement, pourquoi vos personnages partent à l'aventure et surtout, pourquoi il y a aventure. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va définir ça avec votre personnage, ou même, vous pouvez même l'aider ou le faire, hein, si jamais c'est un jeune joueur qui n'a pas forcément tous les codes et toute l'imagination qui va avec, ainsi de suite. Enfin, il ne faut pas hésiter à accompagner dans ces cas-là. C'est-à-dire, en gros, votre voleur alflin, qu'est-ce qu'il va foutre à aller dans un temple du mal élémentaire? Typiquement, si sa famille a eu des problèmes d'argent parce que le père avait tendance à un peu trop boire, un peu trop jouer, et ainsi de suite, et à s'attirer les foudres du seigneur local, d'une pègre locale, et qu'ils aient pris en otage typiquement sa mère ou ses sœurs, les sœurs du personnage, hein, j'entends, et dire bon maintenant t'as 6 lunes pour payer ou on brûle ta baraque et on se rembourse comme on peut. Là, notre gentil Alflin un peu branleur qui aimait tirer quelques bourses à droite à gauche sans trop prendre de risques. Là, il faut qu'il trouve effectivement une somme, une coquette somme rapidement. Et là, il va peut-être accepter le contrat de 50 000 dollars, comme on dit. Et voilà. Donc c'est un truc bête comme ça. Après, vous pouvez mettre plus d'enjeux, tout simplement sur ce départ à l'aventure. Ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre de Paladin, ça peut être aussi j'appelle un devoir de l'ordre, ni plus ni moins, à savoir aller protéger la route des pèlerins ou protéger une telle route, et on se rend compte que, et ainsi de suite, patapa. Voilà. Mais en gros, ce que j'appelle le syndrome D&D, on est en 2022 maintenant, peut commencer à le dépasser. Et même Donjons et Dragons commencent eux-mêmes à le dépasser, ils commencent eux-mêmes à l'indiquer. Wizard of the Coast commence justement à sortir du matériel là-dessus. Donc voilà. Donc on a commencé à pas mal débroussailler le chemin. Mais surtout, là j'ai parlé de Halflin, on va commencer aussi sur la troisième partie, la dernière partie de l'œuvre noire. C'est du coup comment déclencher l'aventure de manière réaliste. C'est-à-dire que, j'appelle ça le point 3, c'est « Monsieur Frodon, vous n'aidez clairement pas la cause ». Donc clairement, c'est quoi? Donc là, j'ai parlé de comment lancer l'aventure. Faut pas le faire non plus n'importe comment. Parce que des lancements d'aventure foireuses, j'en ai fait un paquet. Très concrètement, ça va s'articuler en deux niveaux.
Déjà, ce que fait Gandalf à Frodon, Gandalf va juste buter votre table. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'MJ, vous faites ce que Gandalf fait à Frodon ou même à Bilbo, c'est-à-dire, ah, le destin en gros, le destin m'a parlé, ou il a besoin de toi pour ça, tu vas prendre soit cambrioler un dragon, soit tout simplement porter un anneau dans une montagne maudite avec un seigneur du mal qui est perché au-dessus sous la forme d'œil pour le détruire, alors que tu étais un mec lambda, voilà, Gandalf clairement va éteindre toutes vos tables. Pourquoi les gens normaux qui deviennent des grands héros, c'est possible dans de très rares cas en jeu de rôle. C'est un poncif qui est surutilisé au cinéma et qui fonctionne tout simplement au cinéma, en série, ainsi de suite, parce que le personnage est souvent pris en prisonnier par les scénaristes, le réal et tout ce qui va s'en suivre. Le problème qu'il y a, c'est qu'une table de jeu de rôle, ne se construit pas comme un script de cinéma. Ça, on fera une masterclass limite là-dessus si vous voulez. Il faut clairement, il faut en faire le deuil. Vous ne pourrez pas construire votre campagne comme une série. Vous pouvez vous en inspirer, mais ne respectez pas la structure narrative. Sinon, vous allez vite galérer. Clairement, il faut que votre personnage soit connecté avec, et là on reboucle avec le début, avec les enjeux de votre campagne. C'est-à-dire que très concrètement, il faut que votre personnage, tout simplement, soit conscient de ce qui commence à se tramer. Il n'est pas obligé d'être conscient de toutes les implications de vos enjeux, mais au moins des conséquences directes, des symptômes qui commencent à affecter le monde. Gandalf, en prenant quelqu'un et en lui disant absolument rien, ou le strict minimum, enfin, quand je dis Gandalf, Dumbledore est aussi très bon dans la discipline, en mode non, non, vas-y, go. Ben, vous avez deux cas de figure qui va se profiler. Soit un joueur qui va rester dans le personnage à fond, il va dire non, non, je veux rentrer chez moi en fait, ou je veux mener une vie normale. Ou alors le joueur qui fait ok parce qu'il veut être extrêmement coopératif avec vous et avec le reste de la table, mais qui du coup, son personnage très vite n'a aucun sens. Et ça, c'est un problème. Parce que en tout cas, c'est ma définition d'une bonne partie du jeu de rôle, c'est quand tout le monde arrive à jouer son personnage sans se triturer les méninges, de manière collaborative, parce que pour moi, le jeu de rôle autour d'une table est collaboratif entre les joueurs, mais aussi entre le joueur et le MJ, même si notre participation en tant que meneur de jeu est un peu plus offensive et mordante, mais on doit rester normalement, justement, on doit être collaboratif avec les joueurs. Et donc là, il y a le deuxième écueil qui va guetter. Donc ça, c'est le monsieur tout le monde qui d'un coup se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Il est possible aussi de le faire. Les scénarios et les campagnes Warhammer y arrivent très bien pour ça, parce qu'ils ont complètement intégré la strate sociale dans leur jeu, à savoir, vous jouez un Kidam, qui devient ensuite le protecteur de l'Empire, ou le sauveur de l'Empire, par contre que personne ne saura ou ne verra parce que quelqu'un d'autre lui vole la vedette. Mais voilà, il faut l'accompagner. Si jamais vous voulez des normies qui deviennent ensuite des super-héros, ça va demander un vrai accompagnement, et au début, du coup, pas un scénario avec directement des orques dans tous les sens, des mages noirs, des pluies de météorites, et des vaches magiques qu'il faut sauver. Voilà, revoyez du coup votre progression. Vous avez aussi un deuxième écueil qui est de plus en plus visible sur les tables et sur les campagnes que j'ai pu voir. C'est ce que j'appelle le syndrome Final Fantasy, qui tire tout simplement son nom de cette licence extrêmement populaire de JRPG. La malédiction Final Fantasy, c'est en gros, vos personnages se retrouvent pour une raison de... Vous mettez ce que vous voulez, à sauver le monde. Et quand on parle de sauver le monde, c'est vraiment sauver le monde de la destruction totale. Ok. Et très souvent, la malédiction, pour qu'elle soit complète, de Final Fantasy, c'est que vos personnages doivent être au courant de ça entre le début de campagne et la fin du premier acte. Là, vous allez vous confronter à un problème de taille. C'est-à-dire que, typiquement,
rien, et je dis bien rien, du coup ne devient plus important que vos personnages et leurs actions à l'échelle du monde entier. Et là, du coup, tout ce qui va être enjeu dramatique, dilemme, et ainsi de suite, vous allez du coup restreindre tout ça dans un tout petit mouchoir de poche. Là, vous allez tout simplement vous mettre énormément en difficulté. Euh, j'ai fait 2 campagnes, parce que quand on est bête comme moi, une erreur ne suffit pas, des fois il en faut une deuxième pour bien apprendre. Euh, mais en gros, voilà, si vos joueurs peuvent sauver le monde, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais sauf qu'ils doivent le découvrir au fur et à mesure. Les enjeux doivent être découverts petit à petit, être égrenés. Une conspiration, qu'en cache une autre, qu'en cache une autre, et ainsi de suite. Bon, après, il ne faut pas gérer non plus le millefeuille, il faut bien gérer un millefeuille de conspiration, sinon c'est frustrant parce que les joueurs ont l'impression de jamais réussir, quoi que ce soit, réellement. Mais il ne faut pas que, à la fin on va dire au milieu du premier acte, vous mettez le nom de votre gros PNJ de l'univers qui dit sauvez le monde, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et surtout, clairement, pour n'importe quelle opposition sociale, politique ou intellectuelle, ça va être compliqué pour vous, parce que toute personne qui s'oppose à vos joueurs, en mode refuser de leur octroyer des ressources, refuser tout simplement une assistance, ou même ne pas être d'accord avec eux, du coup, ils peuvent facilement jeter l'anathème sur ces personnages-là. C'est-à-dire, en gros, qu'ils soient considérés comme des méchants par l'intégralité du monde. Et ça, mine de rien, c'est pas rendre service aux joueurs. Parce que vous arrivez à 2 choses. Soit des personnages qui se retrouvent blasés, parce qu'après, il faut tenir derrière les 2, 3 actes, 4, 5 que vous avez prévus pour votre campagne. Ou alors une déconsidération totale pour les enjeux humains. Et vous vous retrouvez avec des PJ monstrueux. Les PJ monstrueux, ça c'est des choses que je traiterai dans d'autres masterclass. Et surtout comment se prémunir de personnages inconséquents, comment se prémunir de tout ça. Et encore, il y a sauver le monde et sauver le monde. Là, quand je parle Final Fantasy, c'est vraiment sauver l'univers de l'explosion, littéralement. Donc voilà, donc ça c'est un peu... Alors c'est peut-être un portrait un peu déprimant, et j'espère que j'ai pas été trop sermonnant. Ça c'est en gros comment ça merde. Comment en fait on merde pour impliquer nos campagnes. Pour impliquer nos joueurs dans la campagne, pardon. On va maintenant on va aborder aussi l'œuvre blanc, à savoir comment ça résoudre les choses. C'est-à-dire que là où on va petit à petit placer les balises pour faire un truc qui tient la route.